l'azythromycine 2 fois par jour, 7 jours, 14 jours si l'état clinique le nécessite. Et on peut aller avec cet antibiotique. Oui. Oui. Ces messieurs, il n'y a pas de micro? Il n'y a aucun micro. Il n'y a pas de micro? Non, non, il n'y a pas de Absolument contrainte. pas, C'est vos connectés qui parlent. On parle pas. Nous, on ne parle pas du tout, là. Il n'y a On que moi qui parle. Il n'y a qu'un seul micro ici. Il n'y a qu'un seul micro ici. Et on est sage. On va faire des sages. Pardon? Ah, donc ça, c'est c'est le micro d'une personne connectée. Monsieur René Vigine, pouvez-vous couper votre micro, s'il vous plaît? Merci, monsieur Vigine. Alors, ma prescription donc de clarithromycine est simple et elle est en plus adaptable à toutes les personnes en fonction de leur poids et de leur gravité par des dosages différents. Diapo suivante. Oui, pardon, sur cette diapositive-là, j'explique que c'est peu cher, que ça peut être mis à des doses importantes à 2000 mg par l'autorisation de mise sur le marché au maximum, et qu'il faut éviter de l'associer à l'hydroxychloroquine pour le risque cardiaque potentiellement encouru, quoique avec beaucoup de controverses là-dessus. En tout cas, moi, j'ai jamais prescrit donc cette antivirale, cette hydroxychloroquine en plus du macrolide, car je n'en ai pas eu besoin. Alors la diapo suivante, vous voyez les différents protocoles que j'ai mis en place à l'époque. Au fur et à mesure que je voyais les gens, certaines personnes étaient jeunes, voire très jeunes, et j'avais besoin de leur donner un traitement adapté à leur poids. Donc j'utilisais des doses de 200 mg à 3 fois par jour, voire des fois 2 fois par jour pour les plus jeunes. J'en ai eu malheureusement, mais qui s'en sont bien sortis. Et puis pour les plus âgés et les plus graves, j'avais des doses qui pouvaient aller jusqu'à 2000 mg, jusqu'à 10 jours, voire plus parfois quand ils étaient très atteints. La diapositive suivante montre que dans tout ça, il y a une condition indispensable, c'est qu'il faut traiter tôt. Et c'est ce qu'a montré le professeur Raoult, c'est-à-dire que quand on fait une PCR à des gens qui sont très peu symptomatiques et qu'on les traite par azithromycine plus hydroxychloroquine, on les guérit très rapidement parce que l'activité antivirale marche pour l'hydroxychloroquine, mais aussi pour l'azithromycine et les macrolides. Et donc la clarithromycine macrolide fonctionne très tôt contre le virus et contre les bactéries qui s'associent à ce virus. Et du coup, c'est la condition sine qua non. Or, ça, ce n'était possible qu'en présentiel auprès des patients en médecine de ville. À l'hôpital, malheureusement, vous vous retrouviez avec des gens avec une charge virale et bactérienne trop importante, qui avaient attendu 10-15 jours. On leur avait dit d'appeler le 15 une fois qu'ils étaient essoufflés. Et malheureusement, parfois, ça se terminait pas très bien. Donc, en traitant tôt, au tout début, avec des symptômes respiratoires débutant ou une petite toux, et qu'en écoutant les poumons, on trouvait un début de pneumopathie, on pouvait sauver des tas de gens. Et c'est ce qui s'est passé pour moi, heureusement, pour ma famille. Diapo suivante. En fait, on voit l'évolution temporelle sur ce graphisme, où au tout début de la maladie, donc il y a peu de symptômes, puis des symptômes avec une toux, puis une toux importante avec difficulté respiratoire, puis les radios thoraciques, si on avait pu les faire à l'époque, on les aurait faites, mais elles étaient interdites, c'était fermé, il n'y avait plus que les scanners qui étaient faits. Et malheureusement, les scanners faits à l'hôpital, une fois que le SAMU était venu les chercher, montraient des pneumopathies énormes dans tous les poumons, qui expliquaient la difficulté après, en mettant tous les antibiotiques de la Terre et les antiviraux, les difficultés qu'ils ont eues pour traiter les gens et les sortir de réanimation et de l'hôpital. Donc en traitant précocement, en écoutant les poumons des patients qui ont une pneumopathie très tôt, on peut, avec les macrolides, sauver les gens, leur donner ce traitement qui leur permet d'éviter d'avoir une aggravation pulmonaire, une hospitalisation, une réanimation et un décès. Et ça, dans ma patientèle, j'ai donc eu 86 patients audibles au niveau pulmonaire d'avoir une infection pulmonaire grave, et je les ai traités par ces traitements. Aucun n'a eu besoin de réanimation et il n'y a eu aucun décès. 2, 3, 4 hospitalisations de personnes qui s'en sont très bien sorties. Et en diapo
suivante, vous avez sur cette diapositive-là 2 flèches qui vont vers le système immunitaire qui s'occupe du coronavirus et les antibiotiques qui s'occupent des bactéries associées. Mais on peut mettre aussi des flèches en travers en X, c'est-à-dire que l'antibiotique de type macrolide va agir également sur le coronavirus avec son activité antivirale propre. Et le système immunitaire ne reste pas quand même insensible aux bactéries qu'il voit passer sous son nez et s'en occupe s'il a moins à faire avec le coronavirus. Diapo suivante. En résumé, vous l'avez compris, les antibiotiques de type macrolide et d'autres comme les cyclines, les céphalosporines attaquent les bactéries des poumons, ce qui permet à notre système immunitaire de mieux se défendre et se concentrer sur le virus. Le virus, diapo suivante, est quelque chose que l'organisme arrive à combattre quand il n'a que lui à gérer. Donc l'avantage du traitement antibiotique de type macrolide, c'est qu'il fonctionne mieux que l'amoxicilline sur les pneumocoques, mais aussi sur les germes intracellulaires et atypiques, comme en a parlé Claude. C'est-à-dire que nous avons très peu de résistance en France contre les macrolides du Mycoplasma pneumoniae, alors qu'ils ont de nombreuses résistances en Chine, et c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas eu d'informations suffisamment tôt pour pouvoir traiter les gens par macrolide, ce qui aurait évité bien des dégâts. En bas de ce slide, j'ai mis des références qui font donc état de la prise en charge recommandée par l'HAS et autres pour traiter les pneumonies atypiques en ville. Et dans les recommandations, ils ne parlent même pas des macrolides, ils parlent de l'amoxicilline augmentin seul et si non-fonctionnement ou doute sur un pneumocoque résistant, la pristinamycine, piostacine en deuxième lieu. Mais il faut voir que malheureusement, dans ces recommandations-là, les germes atypiques intracellulaires sont résistants aux ampicillines, à l'amoxicilline, et sont sensibles aux macrolides, heureusement pour moi et tous mes patients de l'époque. Les antibiotiques efficaces, donc diapo suivante, les macrolides, non, sur celle-là, ont été utilisés. On est sur les antibiotiques efficaces macrolides avec les 2 références qui font, dans la première, mais j'en parlerai après, la référence de la Floride où des médecins américains ont montré que le protocole ICAM fonctionnait maintenant, je vous en parlerai tout à l'heure. Et puis les autres articles font référence aux études de Raoult et de Christian Perron qui ont montré l'efficacité de l'azithromycine associée ou non à l'hydroxychloroquine. Moi-même, comme le Dr Belaïch et beaucoup d'autres médecins, nous avons utilisé d'autres macrolides que l'azithromycine, comme la clarithromycine, donc celle que j'utilise, et on a eu de très bons résultats. Diapo suivante. Les autres antibiotiques efficaces, ils sont les autres types de macrolides, il y en a 5 en tout. Je vous ai cité le dernier, qui est le plus puissant des 5, la spiramycine, que j'ai donné à quelques patients qui étaient résistants à la clarithromycine et qui ont eu de très très bons effets. D'ailleurs, la petite une notion en dessous de référence sur l'Afrique, c'est je crois au Cameroun, un médecin qui a donné de la spiramycine avec du magnésium, il a appelé ça Spiramag et il a eu d'excellents résultats avec cet antibiotique. Ensuite, vous avez les cyclines, qui sont la molécule qu'on peut utiliser en cas de pathologie cardiaque, car les macrolides sont contre-indiqués en cas de pathologie cardiaque et notamment de troubles du rythme. Les cyclines non, et les cyclines fonctionnent. Le docteur Payard-Franco a utilisé les céphalosporines de 3e génération en association ou non avec les macrolides dans les cas graves, et elle a eu de très bons résultats également. Les fluoroquinolones ont été utilisés par Guy Belaïch à côté de moi, qui vous en parlera tout à l'heure, et qui sont aussi très efficaces sur ces germes piquants intracellulaires et autres associés au Covid-19. Diapo suivante. Donc en luttant contre les bactéries, on laisse le temps au système immunitaire sur le Covid-19, ça vous l'avez compris. Si on traite suffisamment tôt, on limite fortement les hospitalisations, les personnes en réanimation et le décès. Les antibiotiques de type macrolide, cycline ou autres sont à donner dans les Covid précoces qui se mettent à avoir des symptômes pulmonaires, mais même peut-être avant. Moi, j'ai traité des pneumopathies à l'auscultation avec mon stéthoscope et les bactéries ont diminué, je les entendais en revoyant mes patients 3 ou 4 jours après, et ils se sont tous améliorés, heureusement, avec en plus la limitation de la dissémination, c'est-à-dire que les gens qui n'avaient moins de tout, moins de symptômes étaient moins contagieux, et c'est aussi un facteur de moindre dissémination de la maladie dans la population. En diapo suivante, vous avez mes résultats. Donc,
sur ce que j'ai fait sur mes patients atteints de pneumopathie, avec cette complication pulmonaire en auscultation, la clarithromycine, le nombre de patients guéris, 86 à chaque fois, et 0 réanimation de décès, comme je vous ai dit. La diapo suivante, cette petite étude, j'ai envoyé un petit questionnaire de questions pour ces patients pour le retour de leur maladie. J'ai pu établir avec des petites statistiques sur ce nombre limité de patients qui avaient quand même au moins 30% de chocs physiques. Et il ne fallait pas oublier les chocs psychologiques et les chocs sociétals avec les pertes de revenus, les chômages et autres difficultés. Alors je parle de traitement amortisseur de choc parce que si la population consultait leur médecin généraliste pour être auscultée au niveau pulmonaire et prendre ces antibiotiques qui traitent le Covid-19 avec ces bactéries associées malfaiteurs, on se retrouverait avec beaucoup moins de personnes malades qui contaminent les autres dans la population. Pour les enfants, je vous ai mis une diapo suivante, juste une diapo pour rappeler que les pouvoirs publics nous font prendre des mesures pour donner des antibiotiques de type amoxicilline à la population générale pour ne pas être trop avec des emplois d'antibiotiques assez forts. Mais cette année, les macrolides vont faire partie de la majorité des antibiotiques que j'aurai utilisés par précaution, parce que les enfants qui viennent me voir et qui ont une forme un peu bizarre de Covid-19 associée à pas forcément un début de pneumopathie, mais à quelque chose qui pourrait sembler à en devenir une, je les traite plutôt par macrolide que par amoxicilline en ce moment, et je pense que la dissémination dans la population s'en trouve augmentée. Voilà, après vous avez la chose qu'il faut vérifier surtout, c'est les vaccinations, parce que les enfants doivent être vaccinés de façon obligatoire contre le pneumocoque à 2, 4 et 11 mois, mais les patients peuvent aussi être vaccinés contre le pneumovax quand ils sont bronchiteux chroniques, après avoir eu le Prevnar en premier, 2 mois après, on leur fait le pneumovax. Les BPCO sont très fragiles et risquent de mourir de pneumopathie par pneumocoque, donc ils sont vaccinés contre le pneumocoque tous les 2-3 ans. Est-ce que les pouvoirs publics ne pourraient pas réfléchir éventuellement à penser à prévenir les complications pulmonaires liées au pneumocoque en vaccinant au moins les personnes fragiles pour qu'elles n'aient pas de complications liées à ce pneumocoque. Je vous ai mis dans la dernière slide donc, le schéma pour traiter les personnes à risque ou âgées par 2 injections à 2 mois d'intervalle par Prevnar plus pneumovax ensuite. En conclusion, dernière slide, vous voyez que le diagnostic est simple, l'auscultation pulmonaire est simple. Personne ne pourra m'enlever que j'entendais des crépitants à l'auscultation pulmonaire de mes patients que j'ai traités pour pneumopathie. Il est peu coûteux, une semaine de clarithromycine à 500 mg 2 fois par jour, 7 jours, coûte 12 €. S'il faut multiplier par 12, ça fait 24 €. Si on multiplie par la population, je vous laisse faire le chiffre, mais on n'arrive pas à des sommes exorbitantes pour traiter la population contre ces surinfections pulmonaires. Notamment quand les patients sont atteints de pathologies cardiaques, les autorités nous ont dit attention, attention, nous savons faire notre métier, les gens cardiaques ne sont pas traités par macrolide, on leur donne des doxycyclines à ce moment-là, et ça se passe plutôt bien. Voilà, le traitement précoce, peu d'hospitalisation, pas de réanimation ni de décès, et à l'époque, moi j'avais une personne dans ma famille proche qui faisait des scanners pour faire des Covid positifs, comme on disait, plutôt que des PCR. Et malheureusement, on a vu les images tous à la télé de poumons envahis de virus et de bactéries qui ont trop tardé, parfois 2 semaines, 3 semaines, à rester à la maison alors qu'ils auraient dû aller voir leur médecin dès la première semaine en toussant. Je vous remercie. Il existe des vaccins, utilisons-le pour le pneumocoque et les personnes fragiles, et des antibiotiques pour les personnes qui commencent à avoir des symptômes respiratoires. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors les questions c'est après. Je vais vous laisser la parole. Alors si on peut mettre mon diaporama, donc moi je suis tombé dans le Covid, comme je l'ai dit à beaucoup quand je raconte mon histoire, parce qu'en fait j'avais des amis qui étaient malades. Et en fait il y en avait beaucoup trop qui étaient malades. Donc c'est Covid digestive. Hein.
mon diaporama. Et donc, comme ils étaient malades, ils m'appelaient, ils me disaient qu'est-ce que je fais, Guy, est-ce que je vais mourir? Je leur ai dit, bah écoute, on va essayer un traitement que j'ai lu, ça s'appelle l'azithromycine. Et on va essayer, et quoi qu'il arrive, on verra bien si. Et puis ça a marché, 1, 2, 3, 4, 5, 20, et puis je suis arrivé à 25. Et à la fin, j'ai dit, bah, puisque ça marche en ville, puisque c'est des patients en fait, que je soignais en ville gratuitement, bien sûr, et donc j'ai dit, on va essayer à l'hôpital. Donc voilà, comme j'ai une double casquette, je suis hospitalier et médecin de ville. En fait, ça m'a permis de rapatrier ma médecine de ville à l'hôpital. Actuellement, c'est le contraire, on rapatrie la médecine d'hôpital à la ville, mais là, c'était le contraire, c'était amusant. Entre guillemets, parce qu'on ne peut pas parler d'amusement. Alors, je vous montre tout de suite cette diapo parce qu'elle est assez prégnante. En fait, on voit bien, bon, le masque, bon, on porte le masque, là, on enlève de temps en temps pour parler. Mais en fait, vous voyez, il y a deux bactéries là, qui sont mangées par le virus. Et c'est ce qu'on appelle la bactériophagie, c'est assez impressionnant, on voit deux bactéries, alors Claudine dit c'est sûrement un mycoplasme le premier, alors je sais pas, moi j'ai pris ça sur internet, il n'y a pas marqué le nom de la bactérie, et le deuxième je sais que c'est Prevotella, on va voir ça tout à l'heure, qu'est-ce que c'est que cette bactérie Prevotella. Alors, qu'est-ce que c'est que le Covid digestif? Alors le Covid digestif, c'est un Covid, mais en fait avec des manifestations digestives. On dit Covid digestif, mais en fait c'est des manifestations digestives. Alors c'est pas j'ai pas faim et tout ça, mais c'est des signes digestifs. Alors l'incubation est d'à peu près de 5 jours. Diapo suivante, Élise. Oui, diapo suivante, c'est moi. Diapo suivante, j'essaie de dire diapo suivante de chaque fois. C'est 5 jours d'incubation environ. La transmission se fait, vous savez, à peu près... c'est à peu près comme les autres Covid, 24 heures avant, c'est pas trop. Alors la contamination, on ne sait pas si on avale le virus qu'on a inhalé, c'est pas clair, ou si on l'avale, si on se contamine par voie buccale. Peut-être avec même des aliments contaminés, c'est pas très clair. La contamination, elle serait pour les Chinois féco-orale. Alors c'est pas très propre, bon, ok, c'est par les aliments souillés par des selles. Hein. Et il y a eu des cas, par exemple, vous savez, il y a le saumon contaminé qui était en Chine, et il y a eu le cas des abattoirs, c'est pas très clair cette histoire d'abattoir, où est-ce que c'est des gens qui étaient à côté l'un de l'autre et qui ont été contaminés par voie respiratoire, ou est-ce qu'ils étaient contaminés en touchant à la viande, c'est pas très clair. Hein. Et la durée d'excrétion virale est de 20 jours en moyenne, même chez les patients guéris. On dit actuellement on fait la 14aine, il y en a qui font le 7e, mais on ne sait pas trop. Alors vous avez des belles photos dans la diapo suivante, où on voit des cabinets très insalubres, et en fait, on sait qu'on peut se contaminer, alors on dit qu'on se contamine par voie respiratoire, mais on sait qu'on peut se contaminer par du mauvais nettoyage. C'est sûr que si on touche les toilettes de son voisin et que la personne est contaminée Covid et qu'elle fait la cuisine, on pense que comme une transmission, en tout cas pour le Covid digestif, hein, je ne parle pas de Covid de pulmonaire, mais je pense que le Covid digestif, il y a quand même une contamination sûrement féco-orale, par le nez, par la bouche, par les yeux, avec des clusters familiaux et des excrétions de virus qui sont dans les selles. Les Chinois ont une expérience de la PCR dans les selles. Nous, on n'a aucune expérience, en tout cas, on n'arrive pas à faire des PCR dans les selles, nous, en tout cas, dans mon hôpital, et même dans beaucoup d'hôpitaux, ça ne se fait pas. Mais en Chine, ils arrivent à le faire, et je ne sais pas comment ils font, mais ils ont des chiffres assez impressionnants de positivité dans leurs selles. Alors, on recommande, vous savez, le port du masque, on recommande aussi le lavage des mains, l'hygiène des mains, diapo suivante. Avec nous à l'hôpital, ce qu'on fait, c'est quand les malades ont des Covid digestifs, on les isole. Bon, ils sont tous isolés, on a de la chance, c'est que dans notre hôpital, tous les malades sont en chambre seule. On a un hôpital un peu exceptionnel, même en cas, même quand ils ne sont pas contaminés. Et quand ils sont contaminés, bah, ils sont en chambre seule et ils sont en isolement entérique, comme un isolement habituel, non d'une diarrhée aiguë infectieuse. Donc, comme c'est une diarrhée aiguë infectieuse, bah, ils sont isolés. Donc, on les évite, bien sûr, ils ont découvert à usage unique et ils sont, bien sûr, voilà, ils ne font pas la cuisine à l'hôpital, mais s'ils étaient en ville, ils n'auraient pas le droit de faire la cuisine. Et on leur interdit de faire la cuisine pendant 4 jours à la sortie. Alors, comment ça marche? Comme le diapo suivant, nous on pense la même chose, c'est-à-dire il y a un récepteur ACE2, on n'en a pas parlé, mais en fait il y a un récepteur qui va accueillir le virus, et en fait il accueille aussi les bactéries, et en fait c'est une co-infection bactério-virale. Alors, le virus, on connaît, c'est Covid, mais quelle est la bactérie qui agit là-dedans? Alors, notre hypothèse principale, mon hypothèse, qui n'est pas partagée par tout le monde, ça serait une association de malfaiteurs, c'est la suivante. En fait, on sait qu'on a dans notre organisme, vous savez, on a 10 puissance 12 bactéries dans
puis on a des levures, on a dans ce qu'on appelle le microbiote. Cet environnement, c'est notre environnement habituel, c'est notre biotope. Il y a plein d'espèces qui